Bonjour à ce webinaire que j'appelle Eclipse en français. Je crois que l'information que je vais partager aujourd'hui est très importante et j'aimerais bien quand même que tout le monde puisse l'utiliser pour travailler d'une manière plus efficace avec Eclipse. J'ai préparé ce petit document que vous aviez déjà avec l'installation d'Eclipse version 11. Je ne sais pas si vous l'avez vu ou non. J'y ai ajouté quand même un peu de matière. Ce document est intitulé Eclipse 11 en français, mais je ne me limite pas à Eclipse version 11. Un des buts de ce webinaire, c'est de faciliter la transition d'autres versions d'Eclipse, que ce soit 7, 8, 9, 10, jusqu'à la version 11. La version 11 représente quand même un progrès énorme par rapport aux versions précédentes d'Eclipse. Si vous n'avez pas encore utilisé la version 11 d'Eclipse, ce que vous allez voir tout de suite, c'est que la barre des icônes, les icônes ont changé, les dialogues ont changé un peu, c'est-à-dire qu'on a arrondi un peu les dialogues pour être plus compatibles avec Windows version 11. Quelques changements plutôt esthétiques, mais ce n'est pas l'essentiel des changements par rapport aux versions précédentes. Mais le plus important, on a complètement repensé notre façon de traiter le français. En plus, on a ajouté ce qu'on appelle des plugins, donc des modules complémentaires de code Python. Jusqu'à maintenant, pour faire évoluer Eclipse en français, il fallait que je travaille avec notre programmateur en lui suggérant des règles qui pourraient être utiles pour le français. Par exemple, vous avez écrit demander et c'est dans le dictionnaire en tant que participe passé. Donc, ça termine avec le E accent aigu. Mais dans le contexte grammatical actuel, le et devrait changer en infinitif ou peut-être en AIT pour l'imparfait ou autre chose, afin de faire évoluer les règles pour que les verbes se conjuguent correctement. Il fallait que je propose une règle que le programmateur traduise en code logique, qu'il m'envoie une nouvelle version d'Eclipse, que je fais des essais, que je lui dise non, c'est pas tout à fait ça. Donc le processus d'amélioration du logiciel pour le français était assez lent. Maintenant, tout cela a changé parce que on a des plugins, des modules complémentaires. Je vais vous montrer là où ça se trouve. Donc, voilà la version 11. Aide, plugin, module complémentaire. Il y a le console pour créer ou éditer des modules complémentaires. Je vais montrer un petit peu. Ici, par exemple, il y a un petit plugin pour regarder dans votre dictionnaire, surtout le dictionnaire principal, voir si vous avez une entrée pour un mot ou une phrase que vous utilisez tout le temps et d'autres entrées qui veulent dire la même chose mais qui sont légèrement imparfaites. Donc, par exemple, si c'était juste écrit comme ça, mais vous avez effleuré et de temps en temps, vous voulez écrire juste, mais c'est autre sténogramme, Eclipse peut créer des formes secondaires en utilisant ce qu'on appelle la syntaxe de faute de frappe. Ça aide notre procédure de traduction magique à comprendre ce que vous avez fait délibérément en écrivant des sténogrammes parfaits ou bien qu'est-ce qui veulent dire la même chose, mais on ne doit pas quand même utiliser cette entrée secondaire pour essayer de comprendre d'autres possibilités erronées. C'est un exemple d'un plugin et voilà au début de ce plugin une petite explication. Ensuite, il y a du code logique. Ça peut être très bref ou ça peut être très complexe. Ce n'est pas à l'utilisateur de créer ces modules complémentaires. Le programmateur le fait, mais avec cette nouvelle version, on a la possibilité d'ajouter des nouvelles fonctionnalités au logiciel très rapidement, donc d'être très réactive aux suggestions de nos utilisateurs. Et en plus, pour moi, qui dirige l'adaptation d'Eclipse pour le français,
Ça me permet de raffiner notre logiciel en fonction des retours que je reçois de nos utilisateurs. Je vais montrer un petit peu les modules qui sont utilisés pour le français. Il y en a 3. Reducer, Part Context et Adjuster. Alors, Reducer, vous n'avez pas besoin d'y toucher. Alors, ce tableau permet à Eclipse de dire, tiens, tel ou tel mot qui normalement fonctionnerait peut-être comme préposition. Je prends l'exemple du mot entrer. Normalement, entre fonctionne en tant que préposition, mais peut-être dans un contexte spécifique, c'est plutôt un verbe. Ils entrent. Ce serait nécessaire d'ajouter le NT pour entre en tant que verbe pluriel. Alors, le reducer permet d'analyser les mots qui ont précédé et dire tel ou tel mot, dans ce contexte, on va le traiter d'une façon différente. Alors, tout cela, le programmateur m'a donné un modèle et j'ai ajouté des règles en fonction des documents que j'ai analysés. Quand il me l'a donné au départ, il y avait peut-être 40 lignes. Maintenant, il y en a 881 que j'ai énormément travaillé sur cette partie du système. Un autre plugin qui est utilisé pour le français, c'est le Adjuster. Plutôt moi qui va le faire évoluer en fonction de vos retours. C'est un fichier assez complexe. Tout cela, c'est le code qui est utilisé pour décider tel ou tel mot. Est-ce qu'on doit ajouter peut-être suffixe ER ou suffixe AIT, autre chose? Quand je l'ai reçu de notre programmateur, il y avait à peu près 750 lignes. Maintenant, il y en a plus de 2000. Avec les retours que je reçois, je peux raffiner Eclipse pour le français. C'est la raison pour laquelle, depuis l'automne, j'ai offert beaucoup de mises à jour de mini-installateurs. Une fois qu'Eclipse est installé, c'est pas nécessaire d'utiliser le gros installateur de base. Je peux vous envoyer un petit mini-installateur qui ne change que les éléments essentiels pour corriger tel ou tel problème qui m'a été signalé. J'ai parlé un petit peu de ces modules complémentaires en donnant l'exemple d'un plugin qui peut créer des entrées pour les fautes de frappe, en montrant un peu les plugins qui sont utilisés pour le français. Cette semaine dernière, j'ai offert une nouvelle amélioration et c'est surtout pour ceux ou celles qui utilisent des frappes discriminantes. Aide, plugin, module complémentaire, manage plugins. Ici, vous avez le plugin qui est utilisé pour le français, French Grammaire, et c'est activé. Ici, à droite, vous avez une petite explication de comment on se sert de la possibilité de configurer cet module. En bas, vous avez le bouton « Configurer ». Je vais cliquer là-dessus et vous voyez ici le dialogue qui s'affiche. Je vais essayer quand même de l'agrandir un petit peu pour que ce soit plus visible sur vos écrans. Et ça, j'espère que vous savez tous comment le faire pour faire agrandir un dialogue. Vous cliquez sur le petit icône tout à fait en haut, à gauche, dans un dialogue, et vous choisissez « Personnaliser ». À ce moment-là, vous pouvez utiliser le zoom pour agrandir ou faire plus petit. Chaque fois que ce dialogue s'ouvre, il va utiliser la grandeur que vous avez sélectionnée. Alors ici, quelles sont les possibilités? Et en bas, vous avez quelques renseignements. Disons que vous avez un moyen d'écrire les infinitifs. Donc, normalement, si c'était, par exemple, le mot « demander », vous le mettez dans le dictionnaire, participe passé. Eclipse va le conjuguer. Donc, si c'était l'imparfait, au lieu de terminer en « et », l'Eclipse va mettre peut-être AIT, si c'était « il demandait ». Ou bien, si c'était « vous demandez », il mettrait EZ. Si c'était l'infinitif, il va demander, le système mettrait ER. Ou bien, si c'était choisi,
Vous savez bien que assez souvent, quand les gens parlent, ils n'articulent pas tellement bien. Donc, au lieu de dire je vais choisir, ils disent peut-être je vais choisir. Donc, ils laissent tomber le R final et vous écrivez réagissant au son. Donc, au lieu de d'écrire choisir, vous avez entendu choisi, vous écrivez choisi. Le système peut dire je vais ajouter le R automatiquement. Si vous avez un moyen spécial d'écrire l'infinitif en ajoutant une frappe, par exemple, dans la méthode Grandjean, j'ai vu que pas mal des sténotypistes françaises, si c'était demandé, au lieu d'écrire demander, elles écrivent demande, elles ajoutent le U pour signifier c'est spécifiquement la forme infinitive. Dans ce cas-là, ces personnes-là n'ont pas besoin que Eclipse corrige les infinitifs. Donc, on pourrait sélectionner, utiliser le bouton OK ou bien la touche Entrée et maintenant, c'est inactif. Et on peut changer plusieurs de ces possibilités si on n'en a pas besoin. Si on utilise la méthode classique, c'est normal de les avoir tous activés. Alors, ce dialogue est un ajout tout à fait récent. Avant ce dialogue, il fallait utiliser un fichier set qui était peut-être pour dire l'infinitif, je le veux manuel. Je ne veux pas que le système ajoute un suffixe pour un infinitif. Je vais le faire moi-même en utilisant une frappe discriminante. Ce qui est très intéressant de ce dialogue, c'est que on peut faire des essais. Donc, même en traduction directe en temps réel, on peut essayer et dire, si je désactive les infinitifs, est-ce que j'obtiens un meilleur résultat? Sinon, je réactive. Alors, où est-ce que ça se trouve? Aide, plugin, manage plugin, grammaire, configurer. Dans le dernier mini-installateur, j'ai même ajouté un petit icône ici à la barre des icônes. Tout à fait à la fin, c'est indiqué plugin. Si vous utilisez ce nouveau mini-installateur, chaque fois que je vous offre un mini-installateur, il faut quand même utiliser la configuration et importer d'un petit fichier set. Ça vous donne des paramétrages, donc importer set. Et vous allez choisir soit French, la première partie, France version 11, soit si vous travaillez au Canada, Canada version 11. Et la raison pour laquelle il y en a deux comme ça, c'est parce que le fichier 7 qui est indiqué France suppose un clavier ordinateur AZERTY. Le fichier 7 pour le Canada suppose un clavier ordinateur QWERTY. Donc, j'ai dû faire deux fichiers légèrement différents. Clavier, ça contient aussi les icônes. Pour le dernier mini-installateur, je pense que ce serait une bonne idée de le laisser cocher. Quand vous importez de ce fichier 7, vous allez recevoir cette icône. Béatrice? Excuse-moi de t'interrompre. Moi, j'ai téléchargé la dernière version que tu as envoyée. Effectivement, je n'ai pas l'icône plugin comme tu as. Quand vous avez importé de ce fichier 7, est-ce que vous avez coché l'option clavier? Non. Pour recevoir ce nouveau icône, ça fait partie des options clavier. Ah voilà. Et moi, je l'ai décoché. C'est pas nécessaire de retélécharger, c'est uniquement nécessaire de dire configuration, importer du fichier 7 et de dire cette fois-ci, je veux importer ce fichier que Keith m'a dit tout le temps. Et cette fois-ci, je veux dire, ah, j'ai oublié de cocher clavier. Je sais, par exemple, mon collègue Julien Lebon, il aime beaucoup simplifier la barre des icônes. À chacun son goût. S'il avait, par exemple, enlevé certains de ces icônes, et il importe de ce fichier 7 et il coche clavier, ils vont tous réapparaître. Donc, il suffit de recocher tout et ça se récupère. Okay. Exactement. Pas nécessaire de retélécharger le mini-installateur. Les plugins n'ont pas été uniquement pour ajouter des fonctionnalités. Ça a permis aussi d'améliorer
des macro-commandes. Quelques exemples. Lors de notre masterclass Eclipse au mois de janvier à l'Institut Grandjean, un de nos apprenants a suggéré que ce serait utile d'avoir une façon facile de changer le futur informel au vrai futur. Donc, au lieu d'avoir « nous allons tenir », d'avoir plutôt le vrai futur. C'est souligné en bleu parce que notre vérificateur grammatical a vu soit une erreur possible ou bien un changement du texte qui serait peut-être utile. Donc ici, à gauche, dans la barre info, vous voyez le deuxième choix, futur, avec des petites flèches qui veulent dire on va vous aider à changer ce texte au vrai futur. Je vais cliquer. Celui-là, il n'a pas bien marché. Cette macro-commande a été corrigée après le webinaire et fait partie du mini-installateur. Je vais taper « Je vais voir ». Est-ce que ça va changer à « Je verrai » ? Normalement, ça devrait le faire. Non, zut, j'aurais du travail à faire. Mais normalement, futur, ça veut changer « vais voir » à « verrai » ou « je vais aller », « j'irai ». Cette macro-commande utilise un plugin qui a été rendu possible tout récemment. Un autre plugin qui a été beaucoup amélioré, utilisé pour changer du forme « on » à « nous ». Je vais taper des mots ici. « On va ». Voilà. Le « on » et le « va » sont soulignés en bleu. Et dans la barre info, vous avez une proposition avec des flèches « nous ». On va essayer si ça marche correctement. Oui, nous allons. On m'a indiqué que lors de la prise, évidemment, on écrit ce qu'on entend. Au moment de corriger le texte, assez souvent, les clients veulent qu'on mette dans une forme plus formelle. C'est « nous faisons ». Cette fonctionnalité a déjà existé dans le logiciel, mais avec la version 11, on a pu l'améliorer. L'exemple que je donne ici, c'est que avec des formes plus complexes, donc pas nécessairement on placé, mais on se placé, on sont placé, on se lit placé. Donc, des mots qui interviennent entre le on et le verbe. Auparavant, ça ne marchait pas tellement bien. Ça pouvait vraiment faire des bêtises. Avec ce nouveau plugin, nous pouvons créer des macros qui contiennent tout un tas de conditions. Dans telle ou telle condition, fais cela. Dans une autre condition, fais cela. Ça rend les macros beaucoup plus efficaces, plus intelligentes. Ça peut nous éviter à avoir des corrections à faire. C'est une chose qui a été rendue possible par la version 11. Et bien que derrière la façade, c'est assez complexe, l'utilisation n'est pas difficile parce que le système peut souligner en bleu des choses qu'ils offrent de changer soit au futur, soit aux formes nous. Si vous êtes en train de considérer le changement de la version 10 à la version 11, il faut savoir que l'installateur va attribuer le dossier document Eclipse à la version 11. Et si jamais vous voulez utiliser la version 10, vos profils et votre dictionnaire principal qui servait pour la version 10 ou 9 ou une autre version antérieure sera dans un autre répertoire. Alors, document Eclipse, c'est le répertoire qui contient tous mes profils, tous mes répertoires pour mes travaux. Par exemple, j'étais en train de montrer un document qui existe dans le répertoire Ekelfra Intro. C'est un petit exercice d'introduction. Il y a aussi document Eclipse Legacy. Legacy, c'est pour contenir les répertoires et les profils pour la version 10, 9, les versions antérieures. Pourquoi on fait cela?
parce que on sait bien que si vous travaillez avec quelqu'un qui utilise une version antérieure, peut-être que vous faites du travail en binôme en utilisant les possibilités de Connection Magic. Vous écrivez et vous avez un assistant ou une assistante, un scopiste qui travaille en même temps, mais qui n'a pas la version 11. Dans ce cas-là, pour travailler ensemble, ce serait nécessaire que vous utilisiez la version 10 parce que le scopiste utilise la version 10. Pour travailler ensemble comme ça, à distanciel, c'est obligatoire que les deux personnes utilisent exactement la même version. Donc, ce n'est pas possible que la sténotypiste utilise la version 10.0050 et que le scopiste utilise la version 10.00049. On a déjà vu un petit peu l'importance du fichier 7. C'est un petit fichier qui contient un paramétrage des éléments essentiels. Quand je vous offre un de ces fichiers-là, quel est l'essentiel? L'essentiel, c'est que vous ayez les nouveaux préfixes et suffixes. De temps en temps, j'ajoute des petites règles pour raffiner les accords, moyennant des suffixes qui vont s'ajouter aux racines. C'est nécessaire aussi d'importer le métadictionnaire. De temps en temps, j'ajoute quelques mots ou je fais quelques changements. À quoi ça sert le métadictionnaire? Ça contient des renseignements spécifiques à certains mots. Programmation, métadictionnaire, je vais utiliser le bouton modifier, avril. Quand le système va traduire le mot avril, ce renseignement dans le métadictionnaire indique que s'il y a un nombre qui précède, il faut le convertir d'une façon spécifique, de ne pas laisser en mots, mais de le changer plutôt à la forme générique, donc un chiffre. Avril est dans votre dictionnaire de sténotypiste, mais dans le métadictionnaire, quand le système veut traduire ce mot, il reçoit un renseignement supplémentaire. Centimètre, ce mot est dans votre dictionnaire de sténotypiste, tout simplement centimètre, mais dans le métadictionnaire, il y a un renseignement supplémentaire qui est utilisé pour l'auto-formatage des nombres, selon lequel c'est une unité de mesure. Si vous écrivez 5 centimètres, bien que le mot 5 soit dans votre dictionnaire, forme écrite et par chiffre, le système va changer au chiffre 5 parce que le métadictionnaire indique unité de mesure. Si je clique dans cette ligne-là, et j'utilise le bouton modifier, je crois que ça va même dire mesure. Ce métadictionnaire aide le système à comprendre pour tel ou tel mot ou telle phrase, comment on doit le traiter. Donc, c'est quand je vous envoie un fichier 7, normalement, ça contient le paramétrage actuel pour le métadictionnaire. Quelques changements que j'ai fait assez récemment dans la configuration sont pour que l'affichage du texte soit un peu plus utile. Ici, vous voyez quelques mots qui ont des couleurs spéciales. Évidemment, le noir, c'est la couleur du texte normal. Le vert, normalement, ça indique un conflit. Donc, une entrée dans le dictionnaire qui peut avoir plusieurs sens. Le violet, je vais quand même simuler. Le violet, ça indiquerait, ce n'est pas dans le dictionnaire, mais que le système a deviné. Peut-être que ce n'est pas dans le dictionnaire parce qu'il y avait un effleurement. Et le système a deviné, c'est presque quelque chose qui est dans le dictionnaire, mais vous avez peut-être effleuré la touche L ou autre chose. Je mettrai ce mot ou cette phrase dans une couleur spéciale pour que vous puissiez vérifier que ça a été bien compris. L'automne, vous voyez que c'est sur fond rose. Jusqu'à il y a quelques mois, un mot comme ça qui n'est pas dans le dictionnaire, mais que le système a traité comme une élision. Donc, dans votre dictionnaire, vous avez automne, mais vous n'avez pas
l'automne avec le L ajouté, parce que vous avez entendu l'automne. Mais le système propose de le traiter comme si c'était dans le dictionnaire. J'ai assez récemment changé la configuration pour la traduction. Donc, configuration, traduire, préfixe et suffixe intégrable, élision. Affichage. Auparavant, c'était afficher ces mots-là en couleur normale. Donc, configuration, traduire, pour la possibilité d'une élision, utilisez la couleur utilisateur 6. Et si vous voulez changer cette couleur, évidemment, vous pouvez en allant en écran, couleur, sélectionnant utilisateur 6, et peut-être que vous allez changer la couleur du fond. Vous pouvez le faire. L'idée d'avoir une couleur pour le fond qui indique clairement quand vous voyez quelque chose, en l'occurrence, c'est sur fond rose, quand vous voyez quelque chose comme cela, une élision. Un autre ajout assez récent, c'est celle-ci. J'utilise la couleur vert pâle pour indiquer soit quelque chose qui est un conflit et que vous avez vous-même choisi pour le changer. Disons que c'était et. Et vous voyez bien que c'est un conflit entre le verbe et, forme d'être, et la conjonction et. Disons que le système avait mal choisi et en corrigeant votre texte, vous choisissez l'autre choix et mettre le premier choix. Vous voyez que la couleur a changé pour indiquer que c'est vous-même qui a fait un choix différent. Et chaque fois que vous posez le curseur sur un conflit et vous utilisez un des choix numérotés, le système va utiliser cette couleur. Alors, où est-ce que vous pouvez changer cette couleur si vous désirez? Configuration, écran, couleur. Ici, couleur sélectionnée par utilisateur. Je vais sélectionner et changer la couleur du fond. À vous de choisir une couleur qui vous convienne, mais c'était pour vous avertir, c'est un changement assez récent dans la configuration de défaut. Et j'utilise cette même couleur pour certains changements. Par exemple, assez récemment, j'ai ajouté une fonctionnalité qui permet le système de voir si quel devrait changer en ajoutant le suffixe E. Par exemple, dans cette phrase, quelle est la solution? Quand ça se traduit, peut-être que le système va mettre quel au masculin, parce que c'est comme ça dans le dictionnaire, ou peut-être que parce que c'est le choix de défaut pour un conflit entre quel, masculin, quel, féminin, et peut-être que le système a traduit quel parce qu'il ne savait pas encore le mot que ça modifie. Et plus loin, quelle est la solution? Quand apparaît le mot solution, ça devient clair. Ah, quel aurait dû être féminin. Le système peut reculer quelques mots et changer QUEL à QUELLE. Et pour signaler ce changement qui a été fait et qui n'était pas le résultat du décodage originel, j'utilise une couleur spéciale, la même couleur qu'un conflit que vous avez choisi vous-même. Je signale ces deux changements dans mon texte, quoi de neuf, pour que vous en soyez conscient. La plus grande différence entre la version 11 et les versions précédentes, c'est que l'analyse grammaticale a été complètement repensée et est devenue vraiment très, très puissant. Je sais que, par exemple, les sténotypistes au Sénat du Canada et à la Cour pénale internationale à La Haye utilisent un logiciel Prolexis, qui est assez cher d'ailleurs, mais ce logiciel est utilisé après qu'Eclipse a décodé les sténogrammes
Ce logiciel peut dire, non, non, ce mot-là aurait été changé et Eclipse peut le changer en temps réel. En temps réel. Et ça a été très utile. Mais maintenant, je crois franchement que bien que Prolexis peut être utilisé toujours, qu'il aura moins de travail à faire parce qu'Eclipse va décoder les sténogrammes plus correctement. Ici, je fais une petite comparaison. Le sténotypiste ou la sténotypiste écrit « Ils veulent être utiles, mais les personnes du village s'étaient opposées ». Donc, c'est ce que la sténotypiste entend. Dans le dictionnaire, les mots sont entrés d'une forme assez simple. Par exemple, personne est dans le dictionnaire au singulier. Village est au singulier. C'était est au singulier. Opposé est entré en tant que participe passé masculin singulier. Dans les versions précédentes, certains changements ont été faits. Par exemple, personne, ce serait mis au pluriel. Mais opposé ne se serait pas mis au féminin pluriel parce que entre personne, qui est le sujet de cette partie de la phrase, et opposé, il y avait une phrase prépositionnelle. Ça empêchait le système de vraiment voir quel est le sujet. Le système avait tendance à accorder des mots avec des mots qui étaient beaucoup plus près. Mais dans la version 11, d'abord, vous avez veulent, et comme veulent est au pluriel, si il n'a pas été au pluriel, le système va ajouter le S. Veulent être utiles, bien qu'il y a verbe, infinitif, ça agit comme si c'était une forme du verbe être. Utile va ajouter le S pour s'accorder avec le sujet pluriel. Les personnes du village, bien sûr, ce sera mis au pluriel. C'était, bien qu'il y a du village entre personne et c'était, le système va mettre c'était au pluriel parce que il a pu sauter cette phrase prépositionnelle et voir quel est le vrai sujet de la phrase. Et opposé va se mettre pluriel féminin, pluriel. Le sujet, c'est personne. Peut-être que ça peut aider un petit peu cette partie que je viens d'ajouter à mon document ce matin pour expliquer un petit peu le processus du décodage des sténogrammes. Quand vous écrivez quelque chose, en fait, qu'est-ce qui se passe? D'abord, Eclipse reçoit les sténogrammes. Et la première chose qu'il se demande, c'est est-ce que ces sténogrammes sont définis dans un dictionnaire? Et peut-être que ce n'est pas défini dans le dictionnaire, mais traduction magique peut dire « Ah, mais il y avait un effleurement ». Si je considère la possibilité que vous avez effleuré le L ou le S ou autre chose, je trouve dans le dictionnaire l'entrée que vous avez voulu écrire. Traduction magique entre dans le processus assez tôt quand même. Après, est-ce qu'il y avait une élision? Donc, vous avez dans le dictionnaire apprentissage, mais vous avez entendu l'apprentissage. Ce mot-là n'est pas dans le dictionnaire, mais le système a compris qu'il fallait ajouter le L apostrophe. Et maintenant, comme je vous ai indiqué auparavant, ces mots-là, il va le mettre sur fond rose. Le système, par après, il consulte le métadictionnaire pour se demander ce mot qui voudrait se traduire, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial, une mesure? Est-ce qu'il s'agit de la ponctuation, guillemets, autre chose qui auront besoin d'ajouter majuscule, espace insécable? Le métadictionnaire est consulté assez tôt dans le processus pour voir tel mot qui a été écrit et qui est dans le dictionnaire, il y a quelque chose de spécial et je dois le considérer pour bien traduire les sténogrammes. Ensuite, le système consulte un nouveau fichier que j'ai ajouté qui s'appelle vocabulaire spécial. Alors, je crois que c'est un bon moment de regarder qu'est-ce qui est dans ce fichier, vocabulaire spécial. Et où est-ce que ce fichier se trouve? Ce fichier se trouve dans le répertoire Documents Eclipse. Où est-il? Vocabulaire spécial. Et pour rendre facile l'accès
à ce fichier, quand je prépare un mini-installateur, je mets sur le bureau un raccourci pour accéder à ce fichier de vocabulaire spécial. Voici ce raccourci sur mon bureau, tout à fait en haut, vers le centre. Je vais cliquer pour ouvrir ce texte. Vocabulaire spécial. Et il y a quelques remarques au début pour dire n'utilisez pas ces anciennes syntaxes. Alors, ces syntaxes étaient possibles dans la version 19, je crois même avant, pour indiquer que certains mots devraient être traités d'une certaine façon. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Et non seulement ce n'est plus nécessaire, ce n'est même pas utile. Donc, un des changements que je recommande pour les dictionnaires, c'est d'enlever ces syntaxes et de mettre plutôt ces mots-là dans le vocabulaire spécial. Par exemple, comité de stabilité financière. Je l'ai mis dans la partie masculin. Donc, bien que le dernier mot de cette phrase, financière, est féminin, la phrase tout entière devrait être traitée comme masculin. Donc, s'il y a un adjectif qui suit ou un participe passé qui suit, ça s'accordera avec comité et non pas avec financière. Ou bien, il y a tout un tas de sigles qui peuvent se mettre pour dire, quand j'écris ce sigle, vous allez le traiter comme un masculin. Ensuite, on a des choses qu'on peut entrer et vous pouvez ajouter à cette liste autant que vous voulez. S'il y a quelque chose qui doit se traiter comme masculin pluriel, vous pouvez le mettre dans cette liste. Par exemple, Hauts-de-France, bien sûr, France, dernier mot, est féminin, singulier, mais le système va traiter Hauts-de-France comme masculin pluriel, ou bien cour d'appel, bien que appel est masculin, le système va traiter cette phrase comme féminin, parce que cour est un mot féminin. Et vous voyez, je l'ai mis 2 fois, parce que certains préfèrent que appel ait la majuscule, d'autres ne le font pas. Il y a aussi toute une section pour des phrases adverbiales. Alors, une phrase adverbiale est une phrase qui est, disons, invisible. En ajoutant ces phrases dans cette liste, ça permet au système de ne pas être mal guidé au moment de la traduction. Disons par exemple, cette évolution au niveau mondial a été considérée. Normalement, mondial étant masculin, le participe passé considéré, ce serait mis au masculin. Mais le vrai sujet de cette phrase-là, cette possibilité, c'est féminin. Considéré doit se mettre au féminin. En disant la phrase au niveau mondial, on va le traiter comme si c'était un adverbe. On va le traiter comme si c'était invisible. Ça facilite l'accord du vrai sujet avec ce qui suit. Auparavant, il aurait fallu, dans le dictionnaire, utiliser cette syntaxe. Avait pour adverbe et le tout entouré des accolades. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Évidemment, il faut que cette entrée soit dans le dictionnaire. Cette liste est utilisée pour Eclipse uniquement pour savoir est-ce qu'il y a un traitement spécial qui est nécessaire. En plus, un des avantages de ce nouveau système, d'abord, on n'a pas à se raccorder d'une syntaxe spéciale, mais en plus, c'est beaucoup plus tolérant. Parce qu'auparavant, si on avait cette entrée dans le dictionnaire, il fallait l'écrire parfaitement. Disons que vous aviez écrit au parfaitement, un parfaitement, mais le et vous l'avez effleuré. C'était suffisant pour perturber la reconnaissance de cette entrée. Et donc, au lieu de le traiter comme adverbe, le mot autre, qui est pluriel, aurait une influence qu'on ne désire pas. Soit effleuré ou pas, le système reçoit ces 5 mots aux uns et aux autres et il se dit « Ah,
c'est dans le vocabulaire spécial, phrase adverbiale. Je vais sauter cette phrase-là. Je le mettrai dans le texte, bien sûr. Ça ne va pas empêcher le mot qui précède, le sujet, d'avoir son bonne influence sur ce qui suit. On a aussi quelques mots ou des phrases qui doivent impliquer que ce qui suit est singulier. Et par contre, d'autres qui doivent impliquer que ce qui suit est pluriel. Par exemple, il y avait un certain nombre de possibilités. Quand vous écrivez possibilité, forme singulière, le système va le mettre au pluriel. Chaque fois que j'offre un mini-installateur, si vous n'avez pas encore touché à votre vocabulaire spécial, vous recevez ce fichier-là. Autrement, pour essayer de respecter votre fichier vocabulaire spécial, je vais mettre sur le bureau un fichier vocabulaire spécial original. Donc, ça vous permet de garder vos personnalisations de ce vocabulaire spécial, mais d'avoir, pour comparer le fichier que je vous donne, peut-être que vous voulez ajouter certains ajouts récents, mais ne pas perdre ce que vous avez ajouté vous-même. Vocabulaire spécial, ça fait partie du processus du décodage des sténogrammes. Une autre chose très importante, c'est notre base de données grammaticale. Les personnes qui avaient utilisé auparavant Tiro ou Stentor avaient sans doute l'habitude de devoir classer les mots, de dire en ajoutant un mot dans un dictionnaire, il s'agit d'un mot masculin ou féminin, pluriel ou singulier, verbe ou participe ou nom propre, tout un tas de choses. Avec Eclipse, ce n'est pas nécessaire parce que nous avons un fichier French.dat qui contient des codes pour indiquer les données grammaticales. C'est moi qui maintiens ce fichier. Chaque document qu'on m'envoie, je trouve des nouveaux mots à ajouter. Ici, ce sont des noms propres et les codes sont soit pour des noms propres masculins ou féminins. Ensuite, les mots sont indiqués par ordre alphabétique avec tout un tas de codes. 1, c'est pour un substantif masculin. 2, un verbe. 6.2, un verbe pluriel. 743 pour un infinitif. Donc, il y a tout un tas de codes que je dois entrer pour dire tel ou tel mot. Eclipse, comment vous allez le traiter? C'est la raison pour laquelle, quand vous allez créer une entrée avec Eclipse, je vais quand même ajouter quelque chose au dictionnaire, soit édition ajoutée au dictionnaire, ou bien si c'est quelque chose que j'utilise assez souvent, je vais me servir du raccourci CTRL-D comme dictionnaire, voilà, et disons que c'était rang, espace, trait. Le système me propose quelque chose qui est déjà dans mon dictionnaire, je pourrais l'accepter, ou bien je pourrais dire, maintenant, le premier choix, c'est ce qui me convient. Pour un verbe rentrer, verbe du premier groupe, je vais le mettre comme si c'était le participe passé et le système pourra conjuguer ce verbe, transformer à l'infinitif, à l'imparfait, autre chose. Donc, rentrer, et je peux le mettre dans le dictionnaire que je désire. Celui-ci, c'est un mot quand même générique, je vais le mettre dans le dictionnaire principal. J'aurais pu le mettre dans un dictionnaire de clients, dictionnaire de travail, ou un autre dictionnaire que j'avais sélectionné, ou bien si je ne vois pas un dictionnaire que je désire utiliser pour cette entrée, je peux parcourir et choisir n'importe quel dictionnaire disponible. Vous voyez, rentrer, je n'ai pas dû classer cette entrée. Ben, c'est le participe passé. Je mets tout simplement le mot parce que ce mot-là existe déjà dans la base de données grammaticales. Ça simplifie énormément la création des entrées. Ça m'arrive très, très souvent. En étant dans une réunion, il y a une petite pause, je vois un nom, je me dis, ils vont commencer à parler de ce monsieur. Je peux faire tout de suite CTRL-D
indiquer les sténogrammes, taper le mot et le mettre dans le dictionnaire et ce mot devient disponible. Si l'entrée dans le dictionnaire est en conflit, le système fait un choix. Le choix est un choix qui est guidé par les règles qui ont été apprises de vos corrections précédentes. Donc, Eclipse regarde dans la base grammaticale, disons que c'était un choix entre entrée et peut-être entrée avec le E à la fin. Donc, choix entre participe passé ou bien substantif féminin. Sachant quelle est l'identité grammaticale de ces possibilités, ça aide le système à faire un choix guidé par vos corrections précédentes. Voici un conflit entre des preuves, donc des apostrophe épreuve, ou des preuves. Si je tape tout simplement, si je tape des preuves, le système n'apprend rien. Il n'apprend que si vous avez posé le curseur sur un conflit et vous avez utilisé des choix qui est proposé. Le système analyse le contexte. C'est quel type de mot? Le mot qui a précédé, et le mot qui suit, c'est quel type de mot? Donc, il apprend une règle contextuelle. Ce qui est nouveau, c'est que après avoir fait un choix, j'ai la possibilité de dire, mais certains choix n'ont pas de sens. J'ai des règles que j'ai pu ajouter à la version 11 qui corrigent un choix qui peut être fait par le système. Ici, j'ai le texte « ce soir ». Et c'est dans le dictionnaire une phrase disant que au lieu d'être ce soir, CE, la frappe pour ce était un conflit entre ce pour ce soir et ce, le réflexif. Alors, si le système traduit ce soir, SE, ben, ça n'a pas de sens. J'ai une règle qui, si le mot est un substantif et le mot qui précède aurait été SE, on va changer SE à CE. Après avoir fait un choix possible, la version 11 me permet de contourner ce choix et de le corriger. J'ai déjà montré le reducer et le adjuster. Ce sont les phases finales qui entrent dans le décodage des sténogrammes. J'espère qu'avoir une petite vision d'ensemble, processus de décodage des sténogrammes, vous aide un petit peu à voir comment Eclipse s'attaque au sténogramme pour vous donner la sortie correcte. Quelques remarques pour la syntaxe, pour les entrées dans le dictionnaire. J'ai déjà parlé un petit peu de l'importance de ce fichier vocabulaire spécial. Certaines syntaxes ne sont plus nécessaires. Mais j'ai vu d'autres choses en travaillant beaucoup avec des documents que j'ai reçus de nos utilisateurs qui m'indiquent qu'il y a quand même des moyens de dire que tel ou tel mot doit être invariable. La méthode classique, c'était d'utiliser les accolades. Par exemple, les ayants droit. Le mot droit ne doit pas changer. Donc, on peut le mettre dans le dictionnaire, les ayants accolade droit. Si la phrase était les ayants droit se sont assemblés. C'est pas que droit doit ajouter le S. Alors, je vais revenir dans un instant. On va prendre une pause et quand nous revenons, vous avez pensé à certaines questions. Je répondrai avec plaisir. Nous allons commencer dans un instant, mais je voulais quand même saluer les participants et demander est-ce que ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant vous a servi ou non. Bonjour. J'avais une question sur le plugin faute de frappe. Est-ce qu'il est possible de rentrer nous-mêmes nos fautes de frappe ou est-ce qu'il faut passer par toi pour rajouter sur ce plugin? C'est une bonne question. Le plugin existe pour chercher dans votre dictionnaire principal les formes principales et en créer des formes secondaires. Mais vous avez toujours la possibilité de dire telle ou telle entrée dans mon dictionnaire
Un instant que je regarde un peu, je vais chercher quelques fautes de frappe. Voilà. Il y a, à l'origine, cette entrée aurait été écrite avec du texte normal. Mais si vous êtes dans un dictionnaire et vous vous dites, tiens, de temps en temps, j'écris comme ça, mais c'est pas vraiment mon entrée principale. Disons que je vais ajouter peut-être l'étoile à cette première frappe. Donc, c'est presque la frappe correcte, mais je sais que ça m'arrive de temps en temps d'effleurer comme ça. On peut dire, voici mon entrée. Quand j'écris cela, voici ce que j'ai essayé d'écrire. Et le système a même une procédure pour vous aider à trouver des fautes de frappe. Donc, texte, le dialogue de globalisation s'ouvre. Et à ce moment-là, je vais essayer d'utiliser la touche F9. Ah, voilà. Ici, ça n'a pas vraiment aidé. Donc, je vais dire entrée spéciale. Et tout à fait à la fin, faute de frappe. Je vais sélectionner entrée. Et il me demande quelle était la bonne frappe que vous avez voulu écrire. Donc, il y a. Et je vais mettre dans le dictionnaire. Dans ce cas-là, si j'écris il y a avec toile effleurée, cette entrée-là va rediriger le système vers la bonne entrée. Il y a, parfaitement écrite. Alors, quel est l'avantage? Ça permet au système de distinguer quelles sont les entrées parfaites. Et de ces entrées-là, on peut déduire des possibilités d'effleurement. Et par contre, quelles sont les entrées déjà indiquées avec cette syntaxe comme étant imparfaites? Donc, ça veut dire la même chose, mais ce n'est pas une bonne frappe. Donc, je ne vais pas déduire des possibilités de faute de quelque chose qui est déjà indiqué comme étant une faute. Est-ce que ça aide un petit peu, Sylviane, à cette plugin? Donc, aide, plugin, manage plugin, faute de frappe, et c'est indiqué, si vous utilisez cela, le système va chercher les entrées dans votre dictionnaire qui sont les plus utilisées. Il faut trouver d'autres qui veulent dire la même chose, considérer que c'est une forme secondaire. On va mettre cette forme-là dans la syntaxe de faute de frappe. C'est un plugin que j'ai ajouté assez récemment. Ce plugin dicte faute de frappe, crée un petit dictionnaire secondaire qui s'appelle faute de frappe. Pourquoi est-il inactivé? Ça peut marcher alors que c'est marqué inactivé. Vous voyez l'indication ici à droite. Utilisez le bouton Run, qui est ici en bas, exécuter, quand vous voulez que le système fasse ce travail. Mais justement, l'intérêt, quand on fait une faute de frappe, c'est récurrent. Pourquoi ne pas activer, sachant que ça revient toujours? Pourquoi ne pas toujours le mettre? Je vais voir. Non, j'ai pas encore un dictionnaire qui a été créé faute de frappe. Donc, mon dictionnaire principal pour ce profil, c'est Grandjean. Et je vais dire, trouve-moi les fautes de frappe. Et j'utilise le bouton Run tout à fait en bas. Ah voilà, il est en train de faire son travail. Ça aide Traduction Magique qui peut vous donner du bon texte pour des choses qui, soit ça aurait été des sténogrammes bruts, soit ça aurait été la mauvaise traduction. Enfin, maintenant, j'ai un nouveau dictionnaire, faute de frappe. J'ai tout un tas d'entrées. Vous voyez ici le colonne texte. C'est défini en tant que faute de frappe. Je crois que c'est impossibilité. Oui. Et de temps en temps, vous faites un effleurement et il y a le S. Au lieu d'être dans la deuxième frappe, c'est dans la troisième frappe. Mais ça veut dire la même chose. Eclipse peut créer une entrée dans cette syntaxe. Quand j'écris impossibilité, agis comme si je l'avais écrit impossibilité, que j'écris parfaitement. Le résultat sera le même, impossibilité, mais ça va aider Traduction Magique. Une fois que vous avez regardez un peu dans ce dictionnaire faute de frappe, vous pouvez dire, je veux fusionner ce dictionnaire-là à mon dictionnaire principal. Je vais ouvrir mon dictionnaire principal. Je peux faire clic droite et dire intégrer, prendre les entrées d'un dictionnaire que je vais indiquer, intégrer faute de frappe. Je sais que je suis en train de fusionner l'autre dictionnaire, le petit faute de frappe, fusionner à mon dictionnaire principal. Donc, je veux supprimer tous les anciennes entrées pour les remplacer. Sup ancien, je vais la traduire overwrite, donc ça veut dire remplacer.
indiqué, ce n'est pas mon moyen d'écrire ceci d'habitude. Pour répondre à la question de Pascaline, comment on peut sélectionner plusieurs entrées dans un dictionnaire, peut-être de les supprimer, peut-être de les envoyer vers un autre dictionnaire. Par exemple, je vais de nouveau ouvrir mon petit dictionnaire faute de frappe. Et disons que je voulais certaines entrées, mais pas d'autres. Ici, j'appuie sur la touche Maj et j'utilise la touche flèche pour sélectionner davantage d'entrées. Ces entrées que j'ai sélectionnées, je veux les envoyer vers un autre dictionnaire. Conserver dans un autre dictionnaire, peut-être dans mon dictionnaire principal. Autre possibilité, ayant sélectionné des entrées, je peux faire clic droite et dire conserver, copier vers un autre dictionnaire sans les enlever de ce dictionnaire actuel. Ou bien, vous voyez, extraire les entrées que j'ai sélectionnées, enlève ces entrées de ce dictionnaire pour les mettre dans un autre, transférer ces entrées de ce dictionnaire à un autre dictionnaire que je vais vous indiquer. Dans ce cas-là, le système a besoin de demander, mais dans quel dictionnaire vous voulez les mettre? Autre possibilité, on peut sélectionner une première entrée et utiliser la touche contrôle. Et ensuite, sélectionner certaines entrées et pas d'autres. Et ensuite, dire, je le copie à un autre dictionnaire ou je les transfère. Oui, merci beaucoup. Oui, très bien, c'est parfait. Je veux revenir quand même à quelque chose que j'étais en train d'expliquer à propos des entrées dans le dictionnaire. Je vais de nouveau ouvrir un document en temps réel. Nous avons eu des parts de marché. J'ai mis 2 marchés entre accolades parce que je veux que cette partie de l'entrée soit invariable. Je veux que part puisse se mettre au pluriel, mais que 2 marchés ne se transforment pas parce que normalement, après la préposition de, marché veut se mettre à l'infinitif, tout comme il le fait pour la préposition à ou la préposition sans ou par ou pour. Et vous voyez bien que par s'est mis au pluriel parce que des parts de marché. Nous avons eu des parts de marché superficielles, un adjectif qui existe en plusieurs formes. Bien que superficiel venait tout de suite après marché, le système a vu, ça doit s'accorder avec par. Parce que mon entrée dans mon dictionnaire, c'était par de marché. Par de marché et entre accolades pour indiquer que cette partie de l'entrée est invariable. Je vais essayer de faire la même chose pour chiffre d'affaires. Avec ces chiffres d'affaires, alors dans le dictionnaire, chiffre est singulier, d'affaires est pluriel, important, donc il a accordé important, en fait il a accordé avec chiffre. Meilleur exemple. Avec ce chiffre d'affaires, entre accolades, non seulement il devient invariable, pour l'analyse grammaticale, il est invisible. Ce chiffre d'affaires important, voilà, important ne s'est pas mis au pluriel, malgré le fait qu'il venait tout de suite après d'affaires. Si je fais comme ça, avec ce chiffre d'affaires important. Ah, il a su que c'est une phrase. Ah ben c'est bien. Je me demande pourquoi il a su. Peut-être que dans mon vocabulaire spécial, est-ce que j'ai chiffre d'affaires quelque part là-dedans? Chiffre d'affaires, voilà. Je l'ai mis dans mon vocabulaire spécial pour dire, quand j'écris chiffre d'affaires, c'est masculin singulier. Un moyen de montrer l'utilité de ce vocabulaire spécial. Tu peux remontrer la façon d'arriver à mettre entre accolades ou quelque chose comme ça? Est-ce que vous êtes en train de définir quelque chose qui est déjà dans un document ou vous vous dites, j'aimerais bien créer une entrée sans avoir à l'écrire dans un document? Qu'est-ce que vous pensiez faire? Globaliser dans un document actuel ou ajouter quand ça vous arrive à le penser? Deuxième possibilité,
Pas globaliser, ajouter. Il y a un raccourci, CTRL-D comme dictionnaire, et quand vous utilisez ce raccourci, ça ouvre ce dialogue qu'on a déjà vu. Je vais créer un raccourci assez facile à écrire. Chiche, chiche, même frappe 2 fois. D'abord, j'indique les sténogrammes. J'utilise la touche Entrée ou bien je clique sur le bouton OK. Le dialogue de globalisation s'ouvre. Il y a aussi un petit raccourci qui peut être utile si on veut entourer tout ce qui est dans ce champ-là d'accolade. CTRL-N. Et ça, je le montre assez souvent. Entouré d'accolade. CTRL-N. C'est toute l'entrée. Et je sais que les accolades, c'est un peu difficile à trouver sur le clavier français AZERTY. Peut-être même, je commence par les accolades. CTRL-N. Je tape chiffre. Je déplace le curseur. La façon la plus rapide d'utiliser des accolades. Qu'est-ce que vous en pensez? CTRL-N pour au moins mettre mes accolades. Mettre le mot avant. Déplace le curseur. Et ensuite, j'ajoute affaire. Et comme ça, j'ai indiqué pour mon entrée, chiche, chiche, mon petit raccourci, ça veut dire chiffre d'affaires. Ou bien, on va dire part de marché de nouveau. Parse. Même en anglais, j'aime bien utiliser pour des raccourcis quelque chose qui est la même frappe 2 fois, frappe qui est assez facile à écrire et ça ne va pas se confondre avec autre chose. C'était part de marché. Je vais commencer par mes accolades, CTRL-N, j'ajoute le mot avant, par, je déplace mon curseur, de marché. Une entrée dont une part est variable, le mot part, et l'autre entre accolade est invariable. Là, merci beaucoup, parce que ça, c'était vraiment obscur pour moi, et là, c'est clair. Enfin. Qui c'est Sylviane. Moi, j'utilise tout le temps le raccourci CTRL-N parce qu'effectivement, il est très pratique. Par contre, je viens de constater que tu ne mets pas d'espace entre chiffres et d'affaires. Je ne savais pas qu'il fallait taper sans espace. C'est une bonne question. Alors, je vais faire de nouveau. Je vais d'abord ajouter mes accolades, chiffres, et en fait, je n'ajoute pas l'espace parce que chaque fois qu'Eclipse transcrit quelque chose qui est défini avec des accolades, il considère que c'est une opération à part. Donc, d'abord, il traduit chiffres. Ensuite, il traduit d'affaires. Et ce qui est normal dans la traduction des sténogrammes, c'est que après chaque mot, Eclipse met automatiquement un espace. Et c'est la raison pour laquelle ce n'était pas nécessaire de mettre l'espace, parce que ça va s'ajouter automatiquement. Donc, une fois que le système ajoute le mot chiffre, il met l'espace. Ensuite, il va ajouter le mot d'affaires, non pas seulement invariable, mais ça ne doit pas avoir une influence grammaticale. Donc, s'il y a un adjectif qui suit, vous voyez que important n'a pas ajouté le S. Ça, c'est plutôt quelque chose que j'utilise pour enseigner. Transmission forcée, temps réel. Si vous voulez dire au traducteur, insère ce texte comme si je l'avais écrit à la sténotype. Ça me permet de vous montrer une sortie spécifique. Certains utilisateurs ont créé des entrées pour des mots communs comme et, par, était, un. C'est absolument à ne pas faire. Même avec la version 9 ou 10, ce n'était pas nécessaire. Par exemple, j'avais vu quelque part quelqu'un qui avait créé une entrée pour les. Cet utilisateur avait dit les. Ça implique le pluriel. D'abord, c'est pas nécessaire. Les est déjà dans notre base de données grammaticale comme un article pluriel. Une autre personne avait écrit par entre accolades et je pense que c'était parce que cette personne-là ne voulait pas que le mot par ajoute le S, comme si c'était je pars en vacances. En le définissant comme cela, ce mot-là devient invariable et en plus invisible pour l'analyse grammaticale. Donc, ce mot-là qui est très important, c'est une préposition.
certaines prépositions, il y en a 5, à, de, par, pour et sans. Ces 5 prépositions ont tendance à faire qu'un participe passé devienne infinitif. Je vais commencer à parler, A-R-L-E. On va le changer à l'infinitif. En le définissant comme ça, par, entre accolades, il devient invariable, invisible. On perd que le mot qui suit va devenir infinitif. Dans les versions précédentes, c'était normal d'avoir des conflits pour que le système sache que si on avait des mots comme de ou le ou la et que le mot qui suit commence par voyelle, il fallait les remplacer par des apostrophes, L apostrophe. Ce n'est plus nécessaire. Je vais voir dans mon dictionnaire Grandjean la définition pour la frappe T apostrophe. Autrefois, ça aurait été peut-être comme ceci, comme si c'était un préfixe. Maintenant, ce n'est plus nécessaire. Si vous avez une entrée comme cela dans votre dictionnaire qui reste des versions précédentes, vous pouvez le définir tout simplement de. J'ai donné plusieurs exemples de, le, ce, te, me, que. Vous pouvez les simplifier. En plus, si vous aviez des entrées comme beaucoup de, qui implique le pluriel, beaucoup implique le pluriel préfixe de, ce n'est plus nécessaire. Parce que dans votre dictionnaire de sténotypie, beaucoup de. Voilà, c'est tout simple. En plus, dans mon fichier de vocabulaire spécial, je pense bien que j'avais ajouté beaucoup de. Le pluriel suivra. Voilà, beaucoup de, beaucoup plus de, beaucoup trop de. J'ai plusieurs phrases après lesquelles le système va mettre au pluriel. Ça veut dire que dans votre dictionnaire Eclipse, les entrées peuvent être très simples, mais le résultat sera correct. Et en fait, certaines de ces entrées, on n'a plus besoin de les avoir. Par exemple, beaucoup de tentatives. Autrefois, le système n'aurait pas su que tentative aurait dû se mettre au pluriel. Maintenant, si j'ai une entrée pour tentative, je peux même enlever cela. C'est superflu. Le système mettra n'importe quel mot qui suit au pluriel, sauf si ce mot est entré entre accolades pour devenir invariable et même invisible. Des accolades vides. Une petite astuce que j'utilisais très souvent dans le dictionnaire pour les nombres. C'est moins nécessaire, mais si vous avez des entrées comme ça, vous pouvez les garder telles quelles. Mais pourquoi j'ai des entrées comme cela? Alors, dans mon dictionnaire Grandjean, je vais chercher des entrées qui contiennent des accolades, mais avec rien dedans. Je sais qu'on a quelques utilisateurs qui sont assez récemment venus à Eclipse. Donc, comment je cherche dans mon dictionnaire? Avec le dictionnaire ouvert, je peux soit cliquer sur l'icône chercher, qui est sur mon barre d'icônes, soit utiliser le hyperkey F, même hyperkey que je peux utiliser dans mon document pour chercher quelque chose. Trouve-moi les accolades vides. Et vous allez voir que beaucoup de ces entrées sont utilisées pour des nombres. Et pourquoi? J'ai déjà dit que quand Eclipse traduit quelque chose qui contient des accolades, il considère que c'est une démarche à part. Donc ici, 800 000, parce qu'il y a des accolades qui séparent 8 et ensuite 100 et ensuite 1000. C'est comme si vous aviez écrit 3 entrées séparées. C'est comme si vous avez écrit l'entrée 8, ensuite l'entrée 100, ensuite l'entrée 1000. Donc d'abord, Eclipse reçoit l'idée de 8, qui peut-être vient vers la fin d'un nombre qui a commencé dans les millions ou les milliards. Ensuite, l'idée 100. Ensuite, l'idée 1000. Évidemment, tout cela aurait pu être défini comme ça.
comme un nombre spécifique, mais c'est moins puissant. Si vous aviez défini ces trois sténogrammes, 800 000, comme le nombre 8000000, ce ne serait valable que pour ce nombre-là. Je vois le 8 mai, juste au-dessus, avec le mois de mai. Et lorsqu'on demande, par exemple, dans la globalisation, à ce que ce soit le mois, eh bien, quand on définit que c'est le mois de mai, juin ou n'importe lequel, il n'y a plus d'espace dans Eclipse lorsqu'on enlève l'hyperkey. Il n'y a plus l'espace, c'est-à-dire qu'à chaque fois, les mois se collent au mot précédent. Je ne sais pas si je suis claire. Voici la réponse. Les entrées comme ça, le système les interprète au moment de la traduction. Mais si vous êtes dans un document et vous sélectionnez des sténogrammes et vous le définissez comme ça, correctement défini, ce n'est pas au moment de la traduction. Vous êtes dans la correction. La prochaine fois que ces sténogrammes vont se traduire, vont être décodés, le système va correctement interpréter. Mais c'est normal quand vous définissez un sténogramme dans un document que vous perdiez l'espace et il faut l'ajouter, c'est tout. Ces entrées-là existent d'abord pour que le système comprenne vos sténogrammes et les décode, les traduise de sténo en texte. Oui, je comprends. Après, il faudra peut-être que je vérifie si j'ai bien ou mal rentré ou d'enlever toutes mes entrées de mois et qu'ensuite, parce que bon, c'est a priori bien tapé. Bon, je sais pas. Et par rapport à ma question où parfois le chiffre ne sort pas correctement, 800 000, parce que je commets l'erreur de rentrer, de faire ce que tu as dit qu'il fallait pas faire. Malheureusement, je le fais en mettant un espace insécable à chaque fois pour éviter justement que ce soit le 800 000 qui sortent ou 200 000. Et souvent, ça arrive avec le 100, en fait, le mot 100. Tout comme 8%. Parfois, j'ai pas le sigle, j'ai vraiment % écrit en toutes lettres. Je crois que les exemples que j'ai affichés ici sont très utiles parce qu'on aide Eclipse à comprendre des idées l'une après l'autre. Si vous avez des sténogrammes qui veulent dire 800 000, au lieu de définir avec des chiffres exacts qui ne servent que pour ce nombre-là, définissez ces sténogrammes comme je donnais l'exemple là. L'idée de 8, les accolades, l'idée de 100, les accolades, l'idée de 1000. La prochaine fois que c'est utilisé au moment de la traduction, ça va sortir correctement. Quand je vois des gens qui n'obtiennent pas la sortie correcte, normalement, c'est parce que ils avaient, pour des nombres qui reviennent très souvent, ils l'avaient en chiffres. Par exemple, 25 000, évidemment, c'est un nombre qui revient très, très, très souvent. 25 000, 25, suivi de 1000. Et pour les nombres entre 0 et 99, on les met en mots pour le français. Si c'était plutôt défini 25, espace insécable, 1000, ben peut-être que ça peut servir de temps en temps, mais c'est bien moins utile. C'est entré comme cela, 25 000. Si le nombre était 5 325 002, le nombre peut sortir parce qu'Eclipse peut combiner plusieurs entrées dans le dictionnaire qui se réfèrent à des nombres. Donc, une entrée comme cela, c'est combinable avec d'autres idées pour comprendre un grand nombre qui peut commencer dans les milliards et les millions même. Ou bien, si par après, vous avez euro, ben, le système peut comprendre qu'il doit ajouter le sigle euro. Ça répond un peu à la question, Pascaline. Je sais pas oui, si ça répond. Et j'en profite aussi, hein, les questions me viennent au fil de l'eau. Histoire de chiffre à virgule. Parce que la virgule, c'est quand même très compliqué, puisqu'il y a toujours un espace qui se met automatiquement derrière dans la langue française. Et il ne faut pas pour les chiffres. Donc ça, je ne sais pas comment faire. À chaque fois, je corrige manuellement dans Eclipse. Pour les nombres, évidemment, c'est un sujet qui revient constamment. Je vais chercher dans ce dictionnaire
l'entrée pour la virgule. Ah, voilà. L'idéal serait d'avoir une frappe spécifique pour la virgule décimale. Ce serait l'idéal. Mais je comprends qu'il parle tellement rapidement qu'assez souvent, même si on a appris une frappe discriminante pour la virgule décimale, on ne l'utilise pas. Ça m'arrive même en anglais. J'ai des frappes que j'ai créées pour éviter des conflits et quand il parle trop rapidement, je n'arrive pas à les utiliser. Donc ici, c'est un conflit entre la virgule normale, accolade, virgule, accolade. Deuxième possibilité, la virgule décimale, qui est définie accolade, le mot anglais decimal, accolade, et c'est une syntaxe spéciale. Le système a appris que s'il n'y a pas des nombres, on ne peut pas utiliser la virgule décimale, ça n'a pas de sens. Mais s'il y a un nombre et ensuite un autre nombre, le système a appris, dans ce cas-là, utilise la virgule décimale. De temps en temps, vous aurez deux nombres distincts et la virgule décimale n'est pas le bon choix. Disons que on a choisi 3, 5 ou 6. Et vous avez écrit, après le 3, vous avez écrit la frappe virgule. Mais en fait, vous ne voulez pas 3 virgule décimale 5, c'est plutôt le nombre 3, virgule normale, ensuite le mot 5 et le reste de la phrase. Alors, de temps en temps, le système, en utilisant ce conflit, aura tendance à coller deux nombres qui sont en fait des nombres distincts. Dans ce cas-là, au cours de l'édition, il va suffire d'ajouter un espace. Je pense que la plupart du temps, un conflit comme cela sera utile. De temps en temps, il va falloir ajouter l'espace, mais je ne sais pas, qu'est-ce qui est plus facile, ajouter un espace ou enlever un espace? C'est peut-être égal. Évidemment, l'idéal serait d'avoir une frappe spéciale pour la virgule décimale. Et tu proposes quel type de frappe alors? Vous m'entendez? Oui, Alexina? Oui, c'est moi. Personnellement, justement, j'ai une frappe spéciale pour la virgule décimale qui est tout simplement FC. Donc, j'enlève en fait l'étoile. Ceci dit, je rencontre aussi le même genre de soucis que ceux que tu évoques, Pascaline. Du coup, j'étais en train de regarder en parallèle dans mon dictionnaire ma virgule, enfin ma frappe FC. Est-ce que il faut que sur ma virgule F étoile C, j'enlève la partie décimale pour qu'en gros, il me sorte toujours que c'est la virgule classique, entre guillemets. Comme vous avez cette habitude, une très bonne habitude, d'écrire une frappe discriminante pour la virgule décimale, je crois que c'est ça, FC? Voilà, exactement. OK, bon. Je recommande que ce soit défini comme ceci. Ça veut dire décimale, virgule décimale pour des nombres. Pour le F étoile C que vous utilisez pour l'étoile normale, vous n'avez pas besoin que ce soit un conflit. Simplement virgule classique. Pour vous, ce serait un bon choix. Peut-être que pour une autre personne, non. Vous utilisez soit un conflit, comme l'exemple que je suis en train de montrer, soit deux entrées, une pour la virgule classique et l'autre pour la virgule décimale. Du coup, je me permets juste d'enchaîner sur la même thématique. Parfois, ma virgule, j'avais pas de virgule, mais après le chiffre, j'avais tiré point en toutes lettres qui apparaissait P-O-I-N-T en lieu et place de la virgule. Je crois que quand le système insère ce mot point, c'est qu'il pensait qu'il fallait une virgule décimale, mais il n'y avait pas un nombre. Si tu peux me donner des exemples, je vais voir, peut-être que c'est une question de raffiner quelque chose dans le système pour le français. Un raffinement d'une de mes règles, un raffinement du métadictionnaire, mais ce n'est pas quelque chose que je peux étudier à ce moment-ci dans le webinaire. Je reçois des retours très volontiers. Ça m'aide énormément de recevoir des vrais documents réels. Chaque document que vous m'envoyez, je les étudie
Assez souvent, la correction est très facile à faire. Je peux ajouter ou raffiner une règle en quelques minutes et ça va épargner à nos utilisateurs beaucoup de corrections. C'est le but de réduire au minimum les corrections qui doivent se faire parce que le système n'a pas compris les particularités de la langue française. J'ai une dernière question toujours sur cette thématique des nombres. Par exemple, je tape 15-16, donc en 2 frappes évidemment, et ça me sort 15-16 collé. Faut vraiment, par exemple, se discipliner à faire une virgule entre les deux pour qu'ils comprennent que ça doit pas être collé. Je vais partager quelque chose que mon collègue Julien nous a montré dans le masterclass. Ce qu'il fait, lui, il utilise l'étoile tout seul pour séparer 2 mots qui auraient peut-être être confondus ou peut-être 2 nombres qui auraient été confondus. Voilà un bon moyen de définir cela. Si vous voulez utiliser l'étoile pour séparer, définir comme cela, nul, tout en majuscule, entouré des accolades. Nul, ça veut dire séparer sans insérer du texte quelconque dans mon document à cet endroit-là. Vous n'êtes pas obligé à utiliser l'étoile comme ça. Une autre frappe pourrait faire la même chose. Défini en tant que nul, ça va séparer 2 nombres, ça va séparer 2 mots. Vous voyez bien l'utilité, j'espère. Excuse-moi, j'ai une question à te poser au sujet des nombres, c'est Sylviane. Est-ce qu'il ne serait pas possible de nous faire un dictionnaire nombres qu'on pourrait intégrer à notre propre dictionnaire? Ça existe déjà. Ça existe déjà. Je vais vous montrer, ou bien ce que je peux faire, je peux vous envoyer ces dictionnaires pour faciliter un petit peu les choses. Et du coup, ça nécessiterait peut-être qu'on purge nos propres dictionnaires de toutes les entrées de nombres qui existent déjà et qui peuvent venir perturber. Il y a des entrées à enlever, ça je suis sûr, parce que comme j'ai donné l'exemple de 25 000, si vous avez 25 000 définis en tant que chiffre, ça empêche de comprendre un nombre qui soit autre que 25 000. Il faudrait supprimer toutes les entrées au-delà de 99. Je vais sortir de ce document. OK, dictionnaire, dans le main peut-être. Ah, il est là, mais le système est en train de chercher Grandjean. Voilà, voilà. Maintenant, il me montre tous les dictionnaires qui se trouvent dans le répertoire Eclipse. Et si je descends un peu, j'ai 2 dictionnaires, nombres classiques à fusionner éventuellement au principal ou nombres différenciés. De toute façon, à fusionner à votre dictionnaire principal. Quelle est la différence entre ces 2 dictionnaires? Le classique, c'est pour les gens qui utilisent la méthode classique pour les nombres et surtout des gens qui ne différencient pas, par exemple, sans préposition ou sans S apostrophe EN et sans le nombre 100. Donc, c'est un conflit. Donc, il y a beaucoup d'entrées ici qui contournent ce conflit. Par exemple, 368. Le 100, S-A-N, dans la méthode Grandjean, est normalement un conflit entre préposition, nombre, réflexif, et cette phrase existe dans ce dictionnaire pour que 368 soit bien compris comme un nombre qui peut se combiner avec d'autres nombres. La méthode classique. L'autre dictionnaire, Main, et j'enlève Grandjean ici pour voir toutes les possibilités. Voilà, différencier. C'est pour les personnes qui utilisent une méthode, des méthodes qui ont été évoluées assez récemment, je crois, pour différencier entre chiffres et nombres en lettres. Si c'est votre méthode-là, ce dictionnaire existe pour les nombres. Et je crois que dans le reste de mon document, j'ai donné quelques conseils pour l'utilisation de ces 2 dictionnaires. Ça fait partie du document que je vous envoie, mais je vois que nous arriverons presque à la fin de notre webinaire. Avant de fermer, j'aimerais quand même vous montrer 2 choses assez importantes. Un exemple
que vous allez voir peut-être si vous ouvrez le petit exercice 1 Ekelfra intro. Un exemple pour un conflit, il peut partager ce qu'il a appris avec d'autres conflits. Alors, je vais ouvrir de nouveau mon dictionnaire et je vais chercher à parler. Alors, vous voyez, c'est un conflit entre passé composé et phrase infinitive. Et ici, contexte, c'est le nombre de règles contextuelles que ce conflit-là a appris. Il a appris énormément de règles, donc ce conflit-là se résout plutôt bien. Et ici, vous avez un autre conflit entre à penser, et de nouveau, c'est un conflit entre passé composé et phrase infinitive. Mais ce qui est différent ici, c'est que on a non simplement les choix du conflit, mais c'est précédé de quelque chose qui semble être la syntaxe faute de frappe. Mais en l'occurrence, ça ne veut pas dire j'ai voulu écrire à parler et j'ai fait une faute. C'est pas la faute de frappe, mais c'est une redirection. Ça veut dire au système, quand vous avez ce conflit entre à penser, passé composé, et à penser, phrase infinitive, les règles se trouveront à l'entrée à parler. Donc, ça centralise les règles qui sont apprises, permet à beaucoup de ces conflits de se résoudre tout aussi bien que le fameux conflit à parler qui a appris tant de règles. C'est la raison pour laquelle, quand je donne un dictionnaire, j'utilise ce système habituellement. Alors, si vous avez dans votre dictionnaire des conflits entre le passé composé et la forme infinitive, évidemment, si vous utilisez des frappes discriminantes pour l'infinitive, c'est peut-être pas tellement nécessaire, mais la méthode classique ne différencie pas. Je recommande de suivre cet exemple. Alors, disons à discriminer. Disons que je voulais ajouter cette entrée-là. Ça va permettre à ce conflit, qui est absolument nouveau, d'agir tout aussi bien que l'ancienne entrée à parler. À parler va pouvoir partager toute son intelligence avec cette entrée qui est un conflit entre à discriminer, passé composé, ou à discriminer, forme infinitive. Keith, d'ailleurs, j'aurais une question sur cette entrée. Je me posais la question la dernière fois de la façon dont je pouvais rentrer, apporter en un seul mot, participe passé, apporter en deux mots, participe passé, et apporter à l'infinitif. Je voulais savoir si c'était correct de l'entrée apporter, le slash inversé, ensuite l'accolade à parler dont tu parles, à la suite justement apporter. C'est une très bonne question, Laetitia. Ah voilà. Voici une entrée qui ne fonctionnera pas. C'est-à-dire d'avoir un conflit et une partie des conflits qui utilisent la syntaxe de faute de frappe. Ce n'est pas permis. Parce qu'en fait, avec la vraie syntaxe de faute de frappe, c'est pour dire utiliser une toute autre entrée de mon dictionnaire. Ça ne marche pas. OK? Bien compris? Oui. Mais du coup, je ne peux pas utiliser la fonctionnalité à parler à la suite d'une autre entrée, alors, c'est ça? Exactement. En fait, la dernière fois que tu m'as envoyé un dictionnaire, j'ai vu ça, je me dis, ah tiens, c'est intéressant parce que elle a utilisé une de mes propositions et elle l'a poussée jusqu'au but. C'était quand même génial. J'ai trouvé ça génial. Malheureusement, ça ne marche pas. Et du coup, j'en profite pour te poser une autre question, si c'est possible. C'est juste pour être sûr au niveau des désinences verbales. Pour le futur, je voulais savoir, par exemple, empêcheront, comment est-ce qu'il fallait l'entrer? Est-ce qu'on entre la troisième personne du pluriel?
comme ça. Pas besoin de l'avoir en tant que conflit. Si vous l'entrez à la troisième personne, si c'était précédé par nous, sujet de la phrase, le système va changer et mettre plutôt le S au moment de décoder. ONT peut changer vers ONS, mais pour l'instant, ONS n'a pas tendance à changer vers ONT. OK? Ok, c'est noté. Merci. Je vous remercie tous pour votre participation. J'espère que ce webinaire vous a aidé. Je vous demande encore de votre patience parce que je suis sûr que je vais vous envoyer des mini-installateurs. Quand vous me donnez des documents pour étudier, ça me permet de faire évoluer le système. Je comprends bien que ça peut devenir de temps en temps un petit peu gênant de recevoir toutes ces mises à jour, mais l'idéal, c'est que le système soit toujours amélioré et qu'éventuellement la sortie est meilleure et que vous avez moins de travail pour sortir vos documents. J'espère que vous avez la même attitude que moi et que le progrès, même s'il faut un peu de patience, ça vaut le coup. Donc, je vous remercie infiniment de votre participation. Merci infiniment Merci à toi. beaucoup, Chris. Merci. 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 Bonne soirée.